J'apprécie qu'il y ait une communauté qui veuille se perdre dans les méandres des ovnis. Ce n'est pas parce que c'est fou que ce n'est pas vrai. Un général de division de l'armée de l'air à la retraite a disparu sans laisser de traces, un homme qui a autrefois travaillé au cœur de certains des programmes les plus secrets de l'armée. Et maintenant, des semaines plus tard, les enquêteurs révèlent de nouveaux détails lors d'une conférence de presse, remettant en question des hypothèses clés et abordant les théories qui ont envahi Internet. De la sécurité nationale aux spéculations sur les ovnis, que s'est-il réellement passé ici et où est-il? Nous allons analyser tout ce que nous venons d'apprendre. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Très bien, rapidement, je dois vous parler du sponsor d'aujourd'hui, Proof Wallets. Ces portefeuilles sont incroyables. Écoutez, je suis là pour vous dire que tout le battage que vous avez entendu à leur sujet, c'est vrai. D'abord, j'adore ça. Proof Wallets, une entreprise détenue par des anciens combattants. Entreprise fondée par d'anciens combattants, bâtie par des artisans fiers de leur travail. Cela se voit, les produits sont bien conçus et très sécurisés. Non seulement ils bloquent le RFID, mais ils peuvent aussi contenir jusqu'à 25 cartes sans être encombrants ou donner l'impression que quelque chose va glisser et se perdre. La qualité de fabrication, c'est évident. Ce qui distingue Proof, c'est leur service client. Portefeuille endommagé ou volé, ils le remplacent gratuitement. Vous pouvez aussi le personnaliser avec images, texte ou logo. Alors rendez-vous sur go.carryproof.com/sidebar et commandez le vôtre dès aujourd'hui. Utilisez le code SIDEBAR pour obtenir 20% de réduction sur toute votre commande aujourd'hui. C'est le code SIDEBAR pour 20% de réduction. Le général de division retraité de l'armée de l'air, 68 ans. William Neil McCasland disparaît de chez lui à Albuquerque en pleine journée. Sans téléphone ni lunettes, aucun signe de lutte, il s'est volatilisé. Maintenant, si vous avez suivi cette affaire, vous savez qu'Internet regorge de différentes théories, n'est-ce pas? OVNI, secrets gouvernementaux, enlèvements extraterrestres, certains affirment qu'il aurait été enlevé par une puissance étrangère, etc. Cela s'explique par sa carrière, que nous allons évoquer dans un instant. Mais hier a été très important parce que le bureau du shérif s'est enfin réuni pour faire le point sur l'enquête. Et ils ont apporté des réponses que nous n'avions jamais entendues auparavant. Rien n'indique, et nous n'affirmons pas, que M. McCasland était désorienté ou confus. On pourrait même dire qu'il resterait la personne la plus intelligente dans n'importe quelle pièce où nous serions. Oui, donc c'est le lieutenant Kyle Woods du bureau du shérif du comté de Bernalillo qui rejette fermement l'idée que McCasland se soit égaré, qu'il était confus ou désorienté. Ça a du sens, non? Parce que si c'était le cas, ne l'aurait-on pas déjà retrouvé, surtout avec plusieurs agences qui le recherchent? Mais ce n'est qu'un des nombreux détails qui sont sortis hier. Maintenant, je vais vous dire, il s'avère qu'avant de disparaître, McCasland avait dit à des gens qu'il ressentait quelque chose qu'il appelait un brouillard mental. Et c'est peut-être pour cela qu'une alerte Silver a été lancée. Pas parce qu'il souffrait de démence, mais parce que les autorités appellent un excès de prudence. On voit habituellement une alerte Silver pour les personnes âgées ou vulnérables disparues, ce qui ajoute une nouvelle dimension dont nous parlerons. Mais que dire de certains objets que nous pensions manquants? Apparemment, ils ont été retrouvés dans la résidence secondaire de la famille à Pagosa Springs, Colorado. Mais certains objets très importants, comme son arme et son portefeuille, sont toujours introuvables. On ignore toujours ce qu'il portait ou avait sur lui lors de sa disparition. Et lorsqu'un journaliste a directement posé la question lors de cette conférence de presse au sujet des théories du complot sur les ovnis, le bureau du shérif a été assez direct. Ce n'est pas parce que c'est fou que ce n'est pas vrai, mais nous devons nous concentrer sur la réalité. Je comprends qu'il y ait une communauté qui veuille explorer la piste des ovnis. Je n'ai pas de moyen de poursuivre cette piste. Nous ne pouvons nous baser que sur les faits à ce stade. D'ailleurs, nous allons encore aborder beaucoup d'autres éléments issus de cette conférence de presse, beaucoup plus, mais je tiens à dire que c'est assez intéressant d'entendre cette réponse, car j'en ai déjà parlé avec des invités sur ce sujet. Même si les forces de l'ordre local enquêtaient sur ses antécédents, son travail et ses relations, à quel point seraient-elles limitées? Aurait-elle accès à des infos classifiées? Obtiendrait-elle une habilitation? Je sais qu'il y a des autorités fédérales impliquées dans cette affaire, mais je pense que cela pourrait être un facteur de complication. Nous ne savons pas. Ou bien ce n'est pas pertinent pour l'enquête sur sa disparition, je ne sais pas. Mais voici la question. Où en est la recherche de McCaslin? Parce que cela fait des semaines. Il n'y a eu aucun signalement confirmé à notre connaissance. Aucune direction de déplacement. Ce sweatshirt gris a été retrouvé à un peu plus d'1,5 km de chez lui. Cette photo du bureau du shérif montre les vêtements que McCasland portait lors de sa dernière apparition. Et maintenant, nous avons un peu plus d'informations à ce sujet, ainsi que beaucoup plus de questions. Mais d'abord, si vous entendez ce nom pour la toute première fois, vous n'en savez pas plus à ce sujet. Laissez-moi vous parler de qui est McCaslin, pourquoi cette affaire a attiré autant d'attention. Donc William Neil McCaslin, 68 ans, général de division à la retraite de l'US Air Force. Ce n'est pas un inconnu qui s'est égaré.
C'est un homme qui a passé 34 ans à travailler sur certaines des technologies les plus sensibles que possède l'armée américaine. On parle d'ingénierie astronautique, d'acquisition spatiale. Il a travaillé avec le Bureau national de reconnaissance. Ce sont les gens des satellites espions. Et finalement, il a pris le commandement du laboratoire de recherche de l'US Air Force à la base aérienne Wright-Patterson, dans l'Ohio. Wright-Patterson est un nom clé, car des théoriciens du complot disent depuis des décennies que le gouvernement y a caché en secret les débris de l'incident de Roswell en 1947. Vous savez, lorsqu'un éleveur aurait apparemment trouvé des débris sur ses terres que certains ont supposé provenir d'un ovni écrasé. L'US Air Force, d'ailleurs, n'a jamais confirmé cela, évidemment. Mais l'association persiste. Ainsi, quand un ancien général du laboratoire disparaît, les rumeurs vont bon train. Voici ce que nous savons sur les derniers déplacements de McCaslin. Beaucoup de ces informations viennent de la conférence de presse d'hier. Selon le shérif du comté de Bernalillo, le 27 février vers 10 heures, un réparateur se présente au domicile de McCaslin sur Quail Run Court. C'était un rendez-vous prévu. Il entre, il interagit avec McCaslin, et cette interaction, selon tous les témoignages, est confirmée. Environ 1 heure plus tard, vers 11h10, l'épouse de McCaslin part à un rendez-vous médical. Lorsqu'elle revient, juste après midi, donc à 12h04 pour être précis, la maison est vide. McCaslin a disparu. Maintenant, à première vue, on pourrait penser qu'il est simplement sorti se promener. C'est un passionné de plein air, il fait de la randonnée, du vélo, du ski. Ce gars-là connaît bien ses contreforts. Mais c'est là que ça devient étrange. McCaslin a laissé son téléphone toujours posé sur le comptoir, ses lunettes de vue, ses appareils connectés, sa montre, d'accord? Tout est resté là. Et pendant la conférence de presse, Woods a souligné à quel point c'est inhabituel. Il prenait toujours ses appareils connectés et son téléphone. Il est impensable qu'il les ait oubliés. Nous avons dit dès le départ que c'était un comportement anormal de sa part, et donc nous examinons chaque aspect possible et sommes prêts à explorer toutes les pistes possibles afin d'aider à identifier où se trouve M. McCaslin. Cet après-midi-là, sa femme signale sa disparition et le bureau du shérif lance aussitôt l'alerte Silver évoquée, qui a d'ailleurs prêté à confusion. Donc vous voyez le bureau du shérif prendre un certain temps pour clarifier la situation. Selon la loi de l'État du Nouveau-Mexique, une alerte Silver ne nécessite pas de diagnostic formel de détérioration mentale. La raison est aussi que M. McCaslin a plus de 50 ans. Il a déclaré qu'il éprouvait une confusion mentale. Et à cause de ces informations que nous avons reçues, nous avons décidé de lancer une alerte Silver. M. McCaslin, il a été confirmé, cherchait à comprendre une partie de sa confusion mentale, mais par respect pour la famille, je n'entrerai pas dans les détails concernant l'état de ses éventuels problèmes mentaux. Oui, il y a une référence à la confusion mentale, mais le bureau du shérif reste clair. Cet homme est très intelligent, il ne souffre pas d'une diminution de ses facultés comme cela a pu être supposé au départ. Mais encore une fois, le point clé, les enquêteurs disent qu'ils n'ont aucune indication qu'il était confus ou désorienté ce jour-là. Mais les recherches commencent et elles sont massives. Il s'agit d'opérations de drones, d'appuis hélicoptères, de recherches au sol, d'équipes de secours, d'unités canines et de chiens détecteurs de cadavres. Ils font du porte-à-porte dans plus de 700 maisons du quartier pour trouver des images ou vidéos de caméras domestiques montrant McCaslin en train de partir. Et pendant plus d'une semaine, vous n'avez rien, aucun signalement confirmé, aucune vidéo, aucune indication de direction prise. Puis, le 7 mars, environ 10 jours après le début des recherches, les enquêteurs découvrent quelque chose à un peu plus d'1,5 km à l'est de la maison de McCaslin. Ils trouvent ce sweatshirt gris de l'US Air Force, ils le récupèrent, ils l'analysent, aucun sang détecté lors des premiers tests. Voilà le problème, ni la famille, ni même la police ne peuvent pas confirmer qu'il appartient à McCaslin. Lors de la conférence de presse, il a été expliqué comment le bureau du shérif et les autorités traitent des preuves de ce genre. Nous avons reçu de nombreux signalements d'objets retrouvés et les vérifions tous. Nous vérifions auprès de la famille et des amis pour savoir si ces objets lui appartenaient ou s'il les utilisait, et nous continuerons à le faire. Voilà donc la mise à jour concernant ces objets que vous voyez être présentés. Nous ne disons pas qu'il est parti avec eux, ils sont simplement non retrouvés. Les enquêteurs déterminent ce qui manque vraiment et ce qui ne manque pas. Et c'est là que la conférence de presse nous a apporté une mise à jour majeure. De nouvelles informations sont apparues ce week-end. Les objets récemment retrouvés comprennent une chemise d'extérieur vert clair à manches longues, des bottes de randonnée. Mais s'il vous plaît, soyons réalistes. Monsieur McCaslin avait probablement plus d'une paire de bottes de randonnée. Ces objets ont été retrouvés dans sa maison de Pagosa Springs. Les objets qui manquent toujours sont son portefeuille, un revolver calibre 38 et un étui en cuir.
Je vais demander au lieutenant Kyle Woods de passer en revue d'autres détails concernant les effets personnels que M. McCausland avait peut-être, ainsi que d'autres informations sur l'enquête pour répondre à certaines de vos questions. Et aussi, comme vous le voyez sur la photo, un sac à dos rouge. Soyons clairs, la chemise verte vue sur la photo, que les enquêteurs pensaient qu'il portait, a été retrouvée dans la deuxième maison familiale à Pagosa Springs, Colorado, avec une paire de bottes de randonnée. Donc cela semble signifier que McCausland n'est pas parti avec cette chemise en particulier, qu'il n'est pas parti avec ses bottes en particulier, à moins qu'il en ait eu une autre paire. Alors que portait-il exactement? Nous l'ignorons. Que transportait-il? Nous l'ignorons aussi. Cela complique les choses. Et le portefeuille, il manque toujours. Le revolver calibre 38 avec l'étui en cuir, il manque toujours. Vous voyez les autorités préciser si McCausland portait habituellement une arme pendant ses randonnées. Nous avons posé des questions à sa femme. Il n'avait pas l'habitude de faire des randonnées avec une arme sur lui. Cela aurait été réservé peut-être pour des excursions de camping de nuit et des choses comme ça. Donc, c'était pour sa protection personnelle. Alors, que cherchons-nous à vérifier? Eh bien si! Disons que le général McCausland était récemment allé chez un prêteur sur gage et avait vendu ça, et que nous n'étions tout simplement pas au courant, ou que sa femme n'était pas au courant, nous voudrions le savoir. Et donc ce serait quelque chose qui nous intéresserait. Si quelqu'un fait de la randonnée en montagne et trouve une douille usagée de calibre 38 spéciale, ce serait quelque chose d'unique que nous voudrions pouvoir récupérer et analyser. C'est pourquoi nous diffusons cette information. Cela soulève la question. S'il a pris son arme, pourquoi? Je souhaite évoquer les lieux de recherche, car ils ont été très stratégiques. Il s'avère que les appareils portables de McCausland, ceux qu'il a laissés derrière lui, leur ont donné un historique de ses endroits de randonnée préférés. Et une zone revenait sans cesse. Monsieur McCausland avait des appareils portables. C'était un passionné de plein air, et nous avons pu accéder à ces appareils, voir l'historique des endroits où il allait habituellement. La zone d'Alena Gallegos jusqu'au canyon Domingo Baca était un endroit qu'il visitait fréquemment. Cela, combiné aux entretiens avec ceux qui l'accompagnaient en extérieur, indiquait que c'était une zone qu'il appréciait particulièrement, surtout dans les parties supérieures du canyon. Nous avons donc d'abord concentré nos recherches là-bas, en partant de sa résidence vers l'est, en ligne droite depuis son quartier jusqu'à cette zone. Et entre nous et ceux qui faisaient du bénévolat pour les recherches, une vaste zone a été couverte. Nous avons une carte de cette zone. Je ne l'ai pas avec moi pour vous la montrer. Mais cela a été un effort de recherche important qui a couvert tout le canyon, à l'exception peut-être de certaines parties très difficiles d'accès des parois du canyon où nous n'irions pas autrement. C'est vraiment un excellent travail de police, très astucieux d'avoir vérifié ces déplacements via les appareils. Ils ont fouillé le canyon en quadrillage avec drones, hélicoptères et chiens. Et je vais vous dire, M. Woods a été honnête à propos de ce qu'ils ont trouvé ou de ce qu'ils n'ont pas trouvé. Ils ont participé à nos 2 opérations de recherche et de sauvetage. Nous avons emmené des chiens de recherche de cadavres. Ils sont dans les canyons supérieurs. En fait, dans les contreforts inférieurs, ils sont tombés sur une carcasse de cerf. Et dans les canyons supérieurs, il semblerait qu'il y ait eu une sorte d'indice, une odeur qu'ils ont détectée. Mais avec les vents qui sortent de ces canyons, il était impossible d'identifier précisément d'où cela venait. Ce n'était pas constant. C'est arrivé une seule fois. Nous avons volé des heures la nuit, utilisant la caméra thermique pour repérer toute signature provenant de la montagne. Malheureusement, nous avons l'un des printemps les plus chauds que nous ayons eus depuis des années. Et sur les images de la caméra thermique, la montagne est illuminée comme une bougie, même la nuit. Les chiens ont détecté quelque chose sans le localiser précisément. Les capteurs thermiques étaient peu utiles car les rochers étaient trop chauds. Et malgré toute cette technologie et tous ces effectifs, ils n'ont toujours rien de concret. C'est ici qu'Internet intervient, car lorsqu'un général de l'armée de l'air à la retraite lié à la base de Wright-Patterson disparaît dans des circonstances étranges, et que son nom apparaît dans des emails apparemment piratés, discutant de la divulgation des ovnis avec Tom DeLonge de Blink-182, les gens vont en parler. Croyez-moi, ils l'ont fait. En fait, la propre femme de McCausland a apparemment suivi toutes ces spéculations en temps réel. Elle a décidé d'y répondre directement dès le début, juste après sa disparition. Elle a publié un appel sur Facebook demandant à toute personne l'ayant vue de se manifester. Elle a écrit « Il semble être à pied ». Les contreforts, les espaces ouverts, la forêt nationale et les zones sauvages étaient prioritaires pour les recherches.
Après une semaine sans trace et de nombreuses théories, elle a publié un nouveau message. Cette fois, elle a répondu point par point aux rumeurs, affirmant qu'il n'a pas de démence, ni de confusion ou de désorientation, et a directement abordé les histoires d'OVNI. Elle a confirmé que McCaslin avait brièvement collaboré avec Tom DeLonge après sa retraite, lorsque DeLonge s'est intéressé à la vie extraterrestre. Sa femme dit qu'il était un consultant non rémunéré sur des questions militaires et scientifiques, mais elle a été très claire. Il ne sait rien de spécial sur Roswell ou des corps extraterrestres à Wright-Patterson, puis elle a ajouté un brin de sarcasme. Elle a déclaré « À ce stade, sans signe de lui, la meilleure hypothèse est peut-être qu'il a été téléporté à bord d'un vaisseau mère. Aucun vaisseau mère n'a toutefois été signalé au-dessus des montagnes Sandia. J'en ai déjà discuté avec une invitée précédente en lui demandant si elle savait à quoi il avait accès dans son travail. C'est intéressant à noter. Voilà ce qui a alimenté les théories. Il semble qu'en 2016, Wikileaks a publié une série d'emails piratés de John Podesta, l'ancien directeur de campagne d'Hillary Clinton. Dans ces emails, il y avait plusieurs messages de Tom DeLonge. Et dans l'un d'eux, DeLonge dit à Podesta qu'il travaille avec un général à la retraite, un gars qui dirigeait autrefois le laboratoire de Wright-Patterson, un homme nommé William McCaslan. DeLonge écrit « Quand Roswell s'est écrasé, ils l'ont envoyé au laboratoire de la base aérienne de Wright-Patterson, dirigé il y a peu par le général McCaslan. Il sait ce que j'essaie d'accomplir et a aidé à former mon équipe de conseillers. Vous avez donc McCaslan, Wright-Patterson, Roswell, tous impliqués ici. Et ce général était maintenant porté disparu. Vous comprenez pourquoi les gens n'ont pas abandonné cette histoire. Et plus tôt, nous avons parlé du bureau du shérif qui repousse les théories sur les ovnis qui ont émergé, ainsi que la question de savoir si McCaslan aurait pu être enlevé. Voici ce qu'ils avaient à dire. Comment une agence des forces de l'ordre enquête-t-elle sur des affaires comme celle-ci lorsqu'il y a des groupes conspirationnistes qui avancent des affirmations farfelues ou des théories tirées par les cheveux? Ce n'est pas parce que c'est fou que ce n'est pas vrai, mais nous devons examiner la réalité. Donc, nous examinons ce qui nous est présenté, puis nous devons rechercher les faits que nous pouvons trouver, comme l'a indiqué le shérif. Oui, j'apprécie qu'il y ait une communauté qui veuille s'engouffrer dans la spirale des ovnis. Je n'ai pas de moyen de poursuivre cela, donc ces théories doivent être mises de côté, à moins que nous ne trouvions quelque chose qui l'indique. Donc, à ce stade, nous ne pouvons nous baser que sur des faits. Oui, madame. Êtes-vous en mesure d'écarter à ce stade que il ait été enlevé ou qu'il lui soit arrivé quelque chose à cause de ce qu'il sait? Et pour rebondir là-dessus, qu'est-ce que cela pourrait signifier en termes d'informations qui pourraient être extraites de lui? Et est-ce que cela mettrait quelqu'un d'autre en danger ou même la communauté en danger? Oui, je ne peux pas spéculer là-dessus en ce qui concerne qui pourrait ou non être en danger selon les informations qu'il détient. Donc, je ne vais pas le faire. Pour répondre à votre première question, peut-on exclure qu'il ait été enlevé ou qu'un événement néfaste se soit produit? Nous ne pouvons rien exclure de façon définitive à ce stade avec ce que nous avons. C'est pourquoi nous enquêtons sur toutes les pistes possibles. Nous avons des vidéos de surveillance qui couvrent les deux extrémités de cette rue. Nous analysons cela et les vidéos de surveillance reçues du reste de la communauté. Nous examinons cela. Nous avons mené des entretiens approfondis, pas seulement frappé à une porte pour demander si quelqu'un a vu cette personne, mais vraiment des entretiens très détaillés avec tous les habitants de la zone immédiate. Et nous n'avons absolument rien qui suggérerait qu'il se soit passé quelque chose de néfaste ou qu'il se soit produit quoi que ce soit de suspect pendant la période que nous examinions. Donc, pour répondre à votre question, nous n'avons rien écarté, mais nous n'avons rien non plus qui nous y mène. Oui, ils ne peuvent rien écarter à ce stade, ce qui rend la situation encore plus étrange. Et d'ailleurs, ils ont probablement plus d'informations qu'ils ne veulent pas divulguer, afin de ne pas compromettre l'enquête. Peut-être. Encore une fois, s'il a été enlevé, vous savez, l'idée serait de ne pas alerter qui que ce soit. Je dois dire que vers la fin, un journaliste a posé une question qui est malheureusement probablement dans l'esprit de beaucoup de gens. Quand une opération de recherche et de sauvetage devient-elle une mission de récupération? On garde toujours l'espoir qu'il soit en vie, n'est-ce pas? Et je pense qu'il serait insensé de dire le contraire. Mais il serait également imprudent de ne pas reconnaître que l'autre possibilité existe. Et nous en sommes conscients. Et si nous recevons des informations qui feraient de cette affaire une mission de récupération, nous la mènerions avec la même vigueur que celle dont nous avons fait preuve jusqu'à présent dans cette enquête et nous essaierions de le faire du mieux possible.
Nous en sommes à plusieurs semaines et s'il était allé dans les montagnes, la probabilité de survivre aussi longtemps serait très faible à ce stade. Donc c'est certainement une possibilité et c'est quelque chose que nous prenons en compte. Voilà où nous en sommes. Plusieurs semaines se sont écoulées, aucune observation confirmée, aucune direction de déplacement, on ne sait pas clairement ce qu'il portait ou ce qu'il avait avec lui. Il manque une arme à feu. Les enquêteurs reconnaissent que s'il est allé dans ces montagnes, les chances de le retrouver changent radicalement. Mais ils n'abandonnent pas. Ils n'abandonnent pas. Ils suivent toujours des pistes. 74 d'entre elles, rien que par leur portail en ligne au moment de la conférence de presse, et encore plus via le FBI qui participe à cette recherche. Ils continuent d'examiner les vidéos. Ils frappent toujours aux portes. Ils demandent toujours votre aide. Et si vous étiez dans les contreforts de Sandia le 27 ou le 28 février, si vous étiez dans cette zone, surtout entre 9h et 14h le 27, vérifiez toutes les images que vous pourriez avoir, caméra de porte, dashcam, GoPro, même les photos que vous avez prises ce jour-là sur votre téléphone, les vidéos que vous avez filmées, tout ce qui pourrait avoir capturé une image de McCasland. Vous pouvez envoyer des vidéos et photos via le QR code du bureau du shérif ou le lien affiché à l'écran. Si vous avez un renseignement, appelez l'unité des personnes disparues du bureau du shérif du comté de Bernalillo au 505-468-7070 ou vous pouvez envoyer un SMS de façon anonyme via type 411. Il vous suffit d'envoyer BCSO et votre information au 847 411 par SMS. Mais regardez, McCasland est toujours dans la nature. Il y a une famille qui essaie désespérément de le retrouver. Toute personne ayant des informations, manifestez-vous. Espérons que quelqu'un a des informations. Nous continuerons à suivre l'affaire. C'est tout pour maintenant sur Sidebar. Merci de votre temps. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts et suivez-nous aussi sur Peacock de NBC. Pour me suivre, X, Instagram, mon émission Jesse Weber Live sur News Nation du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À bientôt à tous.